Donnons la parole à un employeur de l'économie sociale et solidaire. On a plaisir à accueillir Hugues Widor, qui est vous êtes directeur général d'ADEDOM, président de l'UDES. Alors, vous représentez la branche de l'aide à domicile. Là, on est aussi sur le terrain, on est culture branche, donc on parle des branches professionnelles d'abord. Mais quelle est votre vision de la prévoyance pour le monde de l'économie sociale et solidaire? Mais d'abord, juste rappelez-nous en 2 mots ce qu'est l'ESS et ce que fait l'UDES. Merci d'abord, grand plaisir de partager cette réflexion avec vous et d'intervenir dans cette enceinte Culture Branche et AG2R La Mondiale. Donc, l'ESS, en quelques mots, bien, c'est d'abord une mobilisation citoyenne autour de causes. Et les causes peuvent être variées, peuvent être diverses. On peut penser, et l'actualité nous le démontre, à la cause climatique aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'engagement autour du CARE, beaucoup d'engagement autour de l'éducation populaire, autour également du sport. Donc on voit qu'il y a une très très grande diversité dans le monde de l'économie sociale sur les différentes causes qui sont défendues, qui sont promues, et autour de la participation. Deuxième aspect, c'est également un mode d'entreprendre, c'est-à-dire c'est pas il y a une partie de bénévoles et puis il y a aussi des employeurs et des entreprises. Et les entreprises, c'est des entreprises du monde mutualiste, du monde coopératif, du monde associatif, et elles recouvrent 10,5% de l'emploi, 2,3 millions de salariés. Donc elles ont une influence évidemment dans le lien social, mais aussi dans la dynamique économique de notre pays. La particularité, c'est dans son mode d'entreprendre qui se diffère des autres modes d'entreprendre, puisqu'on est là sur un projet collectif d'utilité sociale qui est proche très souvent de l'intérêt général. Des emplois de proximité agile, proximité dans les territoires pour faire avec et pour les habitants. Lucrativité limitée, c'est-à-dire que les excédents, dès lors qu'il y en a pas d'ailleurs toujours, eh bien, sont réinvestis dans le projet. C'est une caractéristique clé de l'économie sociale. Et puis on peut finir par un aspect d'ailleurs qui a été évoqué ce matin, c'est la problématique du sens au travail. Et quand on interroge les salariés du monde de l'économie sociale, une des grandes raisons de leur engagement, c'est justement cette question du sens au travail. Et on voit que ça a d'ailleurs des incidences sur les problématiques de qualité de vie au travail, dès lors qu'il y a un engagement des salariés autour de ce projet collectif. Donc on est sur un autre modèle de développement fondé sur la liberté d'adhésion, d'entreprendre en créant des activités socialement utiles qui permettent d'organiser les mutations des modes de production et de consommation imposées par l'urgence climatique et qui sont également des urgences sociales. Enfin, eh bien, nous sommes des acteurs de la société avec une production et donc nous sommes des forces économiques. 6 grands principes qui fondent d'une certaine manière l'économie sociale, c'est les principes de liberté, d'égalité, de solidarité, et ça rejoint les propos que je vais tenir tout à l'heure sur les questions de la prévoyance, d'engagement et de démocratie. Voilà, en quelques mots sur l'ESS. Pour ce qui concerne l'UDES, donc l'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui représente donc les employeurs, qui est la seule organisation multiprofessionnelle de l'économie sociale et qui permet bien de rencontrer les partenaires sociaux, de rencontrer les pouvoirs publics, les élus sur différentes dimensions. On peut parler des questions autour de l'agenda social, mais aussi des questions d'emploi et de la façon dont l'État peut accompagner finalement ce secteur. Et on a vu d'ailleurs pendant la crise Covid combien la nécessité il y avait d'être en lien fréquent avec l'ensemble des pouvoirs publics. Et de ce point de vue d'ailleurs, on peut le dire et l'affirmer qu'il y a eu un accompagnement intéressant et fort. Mais c'est aussi parce qu'il y a des formes de représentation des partenaires sociaux auprès d'eux pour leur souligner les problématiques que nous rencontrons. Je vais citer juste un exemple qui est assez parlant dans cette crise que nous avons rencontrée. C'est pour les très petites associations. Nous avions demandé un fonds d'urgence permettant aux petites structures de moins de 10 salariés de bénéficier d'un fonds pour les accompagner. Et grâce à la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs de l'ESS et en particulier de l'UDES, mais pas seulement, il y a aussi le mouvement associatif, on a eu un financement dédié via l'influence que pouvait avoir Madame Grégoire auprès
du Premier ministre, puis surtout auprès de l'Assemblée nationale, permettant de dédier un fonds de 30 millions d'euros pour accompagner les structures. Et c'était utile pendant cette crise. Il y a d'autres exemples où nous intervenons pour justement, sur les questions d'emploi, permettre que les jeunes diplômés, notamment, puissent avoir des débouchés dans le monde de l'ESS. Il y a une forte appétence de jeunes diplômés à rencontrer les acteurs de l'ESS parce que justement, on est sur des métiers de sens. Pour finir sur l'UDES, dire que nous préparons également des plaidoyers auprès des candidats à l'élection présidentielle sur les problématiques d'emploi, de jeunesse, d'insertion, du rôle de l'éducation populaire, des problématiques autour du CARE, pour justement influencer les politiques publiques sur du long terme. Et puis, on a enfin un travail et un dialogue social très, très important au niveau de l'UDES, puisque nous avons, il y a 20 ans maintenant, créé un espace de dialogue qui s'appelle le groupe de dialogue social, qui permet de rencontrer les organisations syndicales de salariés sans forcément aboutir immédiatement à des accords, mais qui permet de faire un diagnostic de la situation, d'avancer ensemble pour aller ensuite vers des accords. Et je vais pas tous les citer, mais je vais en citer 3. On a signé des accords sur l'égalité femmes-hommes, on en parlait ce matin, c'est un sujet sur lequel l'UDES est très, très engagé. Un accord également sur le handicap et là, on a un accord en signature sur l'impact du numérique sur les situations de travail. Et on a vu par rapport au télétravail la nécessité de prendre ce sujet de façon très sérieuse et surtout d'encadrer et de donner des moyens aux entreprises et aux salariés pour s'y retrouver. Et nous avons de ce fait, par exemple, proposé une charte sur le télétravail. Mais pour dire que pour nous, la question du dialogue social, elle est première à travers ces accords multiprofessionnels qui se déclinent ensuite en branches. On a coutume de parler d'une forme de colonne vertébrale au niveau des accords que nous faisons au niveau de l'économie sociale avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, puisque le dialogue social, il est bien là, il est au niveau multipro, il est au niveau interpro, il est au niveau des branches et il est ensuite au niveau de l'entreprise. Mais cela donne un cadre de cohérence par rapport à ce que nous pouvons faire sur les territoires. Merci beaucoup, Hugues. Et donc, je ne sais pas si on a cité le nombre de salariés concernés par toutes les activités du monde de l'économie sociale. C'était possible de nous le préciser. Et alors, du coup, dialogue social par rapport à la prévoyance, concrètement, quels sont les écarts? Alors, branche par branche, peut-être avec un focus sur l'aide à domicile. Tout à fait. Alors, peut-être d'un point de vue aussi, effectivement, au niveau de l'économie sociale, il y a 2,3 millions de salariés. Et au niveau de l'UDES, les employeurs de l'économie sociale, c'est 16 branches professionnelles qui sont concernées. C'est par exemple l'aide à domicile, on va en parler un petit peu plus, c'est le secteur de la branche médico-sociale, c'est la branche de la mutualité, c'est la branche des régies de quartier, également de l'animation, du sport. Donc on voit de l'insertion, on voit que là, c'est toutes les activités finalement qui sont souvent reprises dans le cadre de ces branches, avec à chaque fois donc un dialogue social qui s'inscrit dans un paysage qui est varié suivant les différentes branches. Et donc du coup, les négociations de prévoyance s'inscrivent dans des contextes qui sont différents. Mais pour nous, au niveau de l'UDES, c'est important, et on l'a pu le voir d'ailleurs dans les négociations des différentes branches, que ce principe de solidarité est mis en œuvre. Pourquoi? Parce que pour nous, les hommes, les salariés, sont au cœur des projets des entreprises de l'ESS, et donc ils sont aussi au cœur du projet collectif. Et du coup, il y a un intérêt évident, majeur, c'est dans l'ADN de l'économie sociale que de développer les protections des salariés. C'est un facteur essentiel de politique sociale au niveau des branches professionnelles. Alors justement, là, tout à l'heure, Mireille Lispo parlait de la problématique des aidants. Là, on le disait avec Philippe Crevel tout à l'heure, les aidants. Donc du coup, la branche aide à domicile, elle est au cœur de ce sujet. On a entendu dire qu'il faut recruter 350 000 salariés dans la branche aide à domicile d'ici 2025. C'est bien ça, le sujet? Oui, tout à fait, puisque la branche de l'aide à domicile, c'est une branche qui est
contexte spécifique. La branche de l'aide à domicile vit un contexte spécifique puisque nous sommes sur une branche aujourd'hui de 228 000 salariés, ce qui est important, sur les métiers du care, du prendre soin, avec une moyenne d'âge élevée. On est aujourd'hui autour de 50 ans, des problèmes d'attractivité des métiers, un problème de reconnaissance, un problème de rémunération. Je rappelle qu'encore aujourd'hui, on est sur 50% des salariés au niveau du SMIC ou infra-SMIC. Heureusement, les partenaires sociaux de la branche, et là je voudrais le souligner et le mettre en exergue, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, donc employeurs et salariés, ont négocié un accord, qui est l'avenant 43, permettant une évolution des rémunérations dans la branche de l'aide et du soin à domicile. C'était indispensable par rapport à une politique de reconnaissance, par rapport à une politique d'attractivité, et avec donc une augmentation de 15%. Et donc il y a eu tout un travail pour que les partenaires sociaux arrivent à se faire entendre de la part de l'État, en soulignant que c'est un travail à la fois et un jeu d'influence à la fois des organisations syndicales que des organisations employeurs, pour faire que le domicile soit reconnu à son juste niveau. Et aujourd'hui, suite à un certain nombre de pourparlers, de concertations, de politiques publiques, eh bien, il y a eu un accord de la part de l'État avec un financement dédié qui est prévu d'ailleurs dans le cadre du PLFSS pour cette mise en œuvre, qui n'est pas sans poser de problème, et je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce qu'il nous emmènerait assez loin, mais dans la mise en œuvre, puisque dans notre système aujourd'hui de financement de l'aide à domicile, ça passe par les départements pour ce qui concerne l'activité d'intervention. Et donc, la renégociation, si je puis dire, après une négociation publique, doit se faire au niveau des branches. Et donc, dans ce contexte complexe, il est nécessaire d'avoir un niveau de cotisation élevé, d'avoir un régime de prévoyance qui soit fort, et on a une cotisation forte, puisqu'on est à plus de 4,3%, donc c'est tout à fait probant. Nous sommes très attachés à ce régime de prévoyance et à cette mutualisation pour l'ensemble des entreprises et des salariés, pour que l'ensemble des salariés soient couverts, quelle que soit la nature des contrats de travail, de l'état de santé, de leur consommation en soins, quelles que soient les conditions d'exercice, puisque nous avons des conditions extrêmement variées. Ça peut être dans les zones urbaines, les zones désertiques, les zones rurales, les zones montagneuses. Et donc, il est nécessaire qu'on ait cette forme de mutualisation pour que finalement le risque soit géré, et d'éviter la concurrence d'une association à une autre. Et on peut le dire, de ce point de vue, on a, je dirais, un bon dialogue social qui nous permet d'adapter les prestations et les besoins. Je vais souligner peut-être juste, pour finir, les 3-4 points qui ont été importants dans les nouvelles prestations dans le cadre du Fonds social, en particulier la prévention des risques routiers, puisque nous sommes sur des activités où il y a des déplacements à chaque fois, puisque dès lors qu'on intervient à domicile, c'est plusieurs déplacements par jour. Et donc, on a là-dessus une sinistralité importante, il faut le dire. Donc, des stages sont prévus, des réparations des véhicules également, des remplacements de véhicules sont prévus dans le cadre de ce fonds social. Une intervention forte aussi sur la prévention des troubles musculo-squelettiques avec l'intervention de kinés. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un axe très important, puisque on parlait de vieillir en bonne santé, et eh bien, il faut aussi pouvoir travailler en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Et la prévention des TMS est, de ce point de vue, important. Et il y a aussi quelque chose de plus spécifique, c'est l'accompagnement des salariés handicapés et des salariés en cas d'hospitalisation. Et puis, depuis 2020, deux nouvelles prestations qui sont très, très importantes, et qui rejoignent les débats qu'on a eus ce matin, en tout cas les interventions, sur les aidants familiaux et sur les maladies graves. Et peut-être pour finir, en termes de projection, par rapport à ce que j'ai pu entendre ce matin et dans la réflexion qu'on peut avoir pour la suite, c'est de voir de quelle manière, effectivement, la prévoyance va pouvoir s'adapter aux nouveaux enjeux.
Pour nous, c'est intéressant de le traiter au niveau de l'UDES parce que ça croise entre les différentes branches et entre les différentes problématiques qui sont par nature pas tout à fait les mêmes quand on travaille dans un environnement coopératif ou dans un environnement de sport ou d'aide à domicile. Pour autant, les questions posées sont prégnantes, c'est-à-dire que la question du télétravail, comment est-ce qu'on le gère, et notamment sur ce qu'on a pu observer pendant cette crise, c'est-à-dire les problématiques de risques psychosociaux, puisque si par ailleurs le télétravail est intéressant en termes notamment de respect de la planète, hein, je dirais, tout simplement par rapport au carbone utilisé, par rapport au temps perdu. Par ailleurs, il y a aussi des risques qui sont liés au fait qu'on ne se voit plus, qu'on ne travaille plus ensemble au quotidien. Et donc, il y a des risques psychosociaux qui sont inhérents. De quelle manière on les prend en compte? Ça, c'est un vrai sujet pour nous, avec des réflexions différentes. Si je prends dans l'aide à domicile, il n'y a pas de télétravail par rapport à l'intervention, ce qui n'est pas exactement la même chose pour les cadres dans le secteur coopératif ou mutualiste, par exemple. Dans les autres points qui nous paraissent capitaux, c'est la question de l'impact climatique. C'est comment est-ce que dans nos régimes de prévoyance, on peut arriver à travailler cette question, et comment est-ce qu'on peut aussi, d'une façon beaucoup plus globale, entraîner l'adhésion des entreprises et modifier les comportements des salariés par rapport à ces sujets qui sont capitaux, qui sont devant nous et qu'il faut absolument traiter. Enfin, vous avez évoqué la question du grand âge. Au niveau de l'UDES, on est plus sur une acception question financement par la solidarité nationale. C'est avec un aspect financement socle. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'il y ait certains qui peuvent payer, d'autres qui ne peuvent pas. Et notre approche, elle est globale de ce point de vue-là. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des compléments à imaginer. Et enfin, sur les aidants familiaux, au-delà même de ce qu'on peut faire au niveau d'une branche, ça nous paraît capital de le développer sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des branches. Enfin, par rapport à bien vivre aussi après sa vie professionnelle, c'est toute la question de comment est-ce qu'on prévient pendant sa vie professionnelle. Alors, il y a déjà des choses qui existent, mais il faut sans doute mettre le turbo sur cette question.